Chers amis de Toxin, bonjour à tous. Et oui, Toxin est déjà de retour. Nous sommes le lundi 30 décembre 2024. On est encore en 2024. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé de très belles fêtes de Noël. Et voilà, donc Toxin est déjà de retour pour vous informer et pour vous donner un peu des portraits inspirants. Voilà, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, on ne va pas forcément plonger dans l'actualité chaude qu'on a l'habitude de traiter à Toxin. Ce sera dès demain avec Clémence, l'actualité chaude. Voilà, dès demain et donc le 31 et le 1er, il y aura deux émissions spéciales que Clémence va présenter où vous aurez toute l'actualité. Là, aujourd'hui, moi, je voulais pas encore vous replonger la tête dans cette actualité, dans ces informations, le changement de gouvernement, les nouveaux ministres, Manuel Valls. Je voulais essayer avec vous de dresser un portrait inspirant, quelqu'un qui a traversé ce milieu aussi journalistique, on va parler d'un journaliste sportif, et qui, face au mensonge, a décidé de ne pas se taire, de dénoncer aussi. Et derrière, eh ben, il a tout simplement transcendé ce milieu avec le vélo, en s'évadant et en appelant à l'aventure. Donc je pense que c'est un portrait qui colle beaucoup à beaucoup de thématiques que traite Toxin actuellement. Mais juste avant de le présenter, il est là, il est tout frais, tout chaud dans la chambre d'attente du Zoom. Je voulais quand même vous remercier parce que nous avons passé vendredi dernier les 290 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est absolument énorme, hein. Toxin n'existe que depuis à peine 1 an et 3 mois. Et voilà, donc cette aventure ne fait que commencer. Donc merci à tous. On est tous très motivés pour vous informer. Et voilà, pour information, donc la matinale recommencera le lundi 6 janvier. Voilà, donc une petite semaine d'émission spéciale. Et le lundi 6 janvier, retour du format matinal classique. Sans plus attendre, j'appelle à la barre notre invité du jour. Il s'agit de Guillaume Prébois. Bonjour Guillaume. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin, cher Guillaume. Alors pour tout dire aux auditeurs, c'est toi, on va se tutoyer hein, si tu le permets, Ouais. c'est toi qui nous as contactés par mail il y a quelques temps. Donc on va te présenter, tu vas pouvoir revenir sur ton parcours parce que c'est l'idée de cette émission. Tu as été journaliste sportif pendant une vingtaine d'années, c'est ça? Donc au moment spécialisé dans le vélo surtout. En nous racontant ton parcours, on s'est dit, mais il y a beaucoup de choses qui font écho à Toxin, c'est-à-dire que tu as été passionné par ton sport, tu as été confronté à un grand mensonge d'ampleur, qui est évidemment celui du dopage, et donc tu as décidé de ne pas te taire, et ça t'a valu quelques ennuis, on va y revenir. Mais revenons d'abord sur ton parcours, parce que je crois que tu n'étais pas forcément destiné à devenir journaliste sportif à la base, puisque tu as fait des études de finance, c'est bien ça? Exactement, j'ai fait une maîtrise de finance à Paris-Dauphine. J'étais dans un cursus classique, j'étais destiné à terminer dans un cabinet de consulting, comme D'accord. l'ensemble de mes collègues de promotion. Et en fait, il s'est passé un truc. Moi, j'ai toujours été passionné de cyclisme. Quand j'étais gamin, je jouais avec les petits cyclistes en plastique que je peignais aux couleurs avec les nouveaux maillots. Je jouais avec des dés, des billes. J'écrivais mes propres articles sur mes propres courses de vélo. Vous voyez, donc Ah c'était oui. une passion depuis toujours. Et j'ai écrit à un journaliste de l'équipe qui s'appelait Pierre Ballester, qui avait fait un papier remarquable sur Miguel Indurain dans une course qui s'appelle la Classica San-Sébastien. Et ce papier m'avait fasciné. Et Pierre Ballester m'a répondu plusieurs semaines après en me disant, Guillaume, si tu veux, viens avec moi couvrir les 4 jours de Dunkerque. Et pour le passionné que j'étais, c'était incroyable. C'est la première fois que j'ai mis les pieds sur une course de vélo professionnelle avec un tout jeune Richard Virenque à l'époque, qui était stagiaire chez RMO. Ça ne nous rajeunit pas. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds un peu dans le temple de l'équipe. Parce qu'à l'époque, il faut bien se rendre compte que l'équipe, c'était le seul média de communication pour les sportifs. Et donc, c'était le Saint-Temple. Et donc, j'ai mis un orteil là-dedans. Et alors que tous mes collègues sont partis faire de l'audit et de la finance, moi, j'ai demandé si je pouvais travailler à Vélo Magazine. Et Claude Droussan, qui était le rédacteur en chef, m'a dit, tu pourras t'occuper des résultats. Donc, avec une maîtrise de finance, je suis parti taper sur un petit clavier des résultats des courses de vélo. Voilà comment j'ai commencé. C'est vrai que ça nous renvoie à une époque où voilà, c'était encore possible de faire du journalisme sans forcément voilà, par les canaux non traditionnels. Alors pendant un temps, ça a ensuite été bloqué puisqu'il fallait passer par des écoles de journalisme. Et là, alors je parle de Toxin, mais avec d'autres, on a tendance à restituer, à revenir à ce modèle de journalisme où finalement il suffit d'avoir juste de la volonté d'informer et puis de l'honnêteté pour derrière pouvoir faire du journalisme et informer les gens. Alors toi, c'était dans un domaine précis qui était le sport qui
alors, quand on est un peu loin de ce milieu, on se dit il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il y a moins d'enjeux financiers, il y a peut-être moins d'enjeux politiques que dans la sphère politique, justement. Mais au contraire, il y a énormément d'enjeux. Déjà, c'est un sport qui brasse énormément d'argent, surtout le vélo. Donc voilà, on va y venir ensuite. Mais donc ensuite, tu es dans une phase où voilà, tu vis ta passion et tu couvres différents cours. Tu commences à travailler pour plusieurs journaux, notamment donc Vélo Magazine, tu l'as dit, puis ensuite Le Parisien et RTL. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, pour le Parisien RTL, il faut comprendre que j'ai quand même compris qu'à l'équipe, à l'époque, il y avait énormément de népotisme, hein, c'est-à-dire qu'on se fait entrer le petit-neveu, le frère d'eux, l'ami d'eux, et que je n'étais pas justement privilégié, que je n'allais pas m'en sortir, j'étais destiné à rester dans ce qu'on appelait le vivier des pigistes à l'équipe, ad vitam aeternam. Et donc D'accord. quand l'équipe de France a gagné en 1998 la Coupe du Monde de football, j'ai joué mon va-tout et j'ai dit je pars en Italie, où il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe de France de football qui jouaient. Donc là, on sort du cyclisme, mais il fallait quand même que j'ouvre un peu mon spectre journalistique. Et je pars donc avec ma voiture le 1er janvier 1999, sans savoir exactement où j'allais. J'atterris entre Milan et Turin, parce que je m'étais dit je vais aller un peu couvrir la Juventus, le Milan AC et l'Inter. C'était au départ mon idée. Et je dis aux médias français, RTL, Le Parisien ou autres, ben voilà, moi je vais là-bas, si vous avez besoin de quelqu'un, je suis disponible. Et j'ai eu une chance inouïe qui a lancé ma carrière journalistique, c'est que j'ai su avant tout le monde, via mon réseau dans le monde du vélo, que Richard Virenque allait refaire du vélo après sa suspension pour l'affaire Festina et qu'il allait re-signer dans l'équipe italienne Polti. Personne ne le savait. Et Le Parisien m'a fait confiance, RTL m'a fait confiance. On a lancé l'info, elle s'est révélée juste, et ça a été pour moi le début d'autre chose. D'accord. Et donc ensuite viennent la couverture des grands tours. Alors, on voit ton tropisme italien. Tu as d'abord couvert le Tour d'Italie. Alors pour les auditeurs un petit peu novices, il y a trois grands tours dans le cyclisme international. Le Tour de France qui est le plus prestigieux avec les cols de légende et vraiment celui que les coureurs visent le plus. Et puis ensuite le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne qui sont vraiment deux tours aussi. C'est les trois compétitions majeures, on va dire, sur plusieurs jours. Après, il y a d'autres des courses d'une journée qui s'appellent les classiques, mais voilà, ce sont des compétitions très prestigieuses. Et toi, Guillaume, tu as pu les couvrir vraiment de très près à cette époque. Donc on est au début des années 2000, là, c'est ça? Voilà, alors il faut bien comprendre que moi j'avais un pied dans le monde professionnel et un pied dans le monde journalistique parce qu'en 1999, j'intègre l'équipe Lampre Daikin où on avait le champion du monde de l'époque, le Suisse Oscar Kamenzint, le double vainqueur de Paris-Roubaix Franco Ballerini et je me retrouve attaché de presse. Et donc j'étais quand même dans une position assez instable parce que j'allais découvrir petit à petit que attaché de presse, ça signifie mentir de façon courtoise aux autres. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes là pour couvrir, vous n'êtes là, pas là pour dévoiler la vérité. Il faut couvrir les intérêts de l'équipe. Alors couvrir quoi exactement? Bah, en fait, je vais vous donner un exemple simple, hein. On a eu un cas de dopage cette année-là, qui était le Belge Ludo Dirksens, qui est un coureur qui a gagné une étape sur le Tour de France à Saint-Étienne. Et il se trouve qu'au moment de faire le contrôle antidopage, il dit aux inspecteurs qui lui posent la question, est-ce que tu as pris des produits dopants ces dernières semaines? Il faut bien sûr dire non. Et lui dit, oui, j'en ai pris pour soigner mon genou. Et donc, de facto, il a Ouais. été, il a été suspendu. Donc, il faut d'abord taire jusqu'au moment où ça sort. Ensuite, au moment où ça sort, faire du damage control, c'est-à-dire limiter les dégâts pour les sponsors. Et donc, j'ai compris très rapidement que il y a beaucoup de tambouilles internes dans les équipes de cyclisme et que l'attaché de presse est une interface qui prend les coups pour protéger en fait la structure. Mais c'est très intéressant. Donc toi-même, tu as été amené à couvrir des cas de dopage dans l'équipe de l'époque. Tout à fait. Moi, je me souviens, je me réveille. Et le pire, c'est que l'équipe me mettait au courant au dernier moment. Je me Ah réveille oui. dans un hôtel de la périphérie, je ne sais pas si c'était Pau ou Lourdes, et je découvre, je vois les camions avec paraboles qui étaient déjà garés devant l'hôtel, parce qu'il faut bien comprendre que 1999, on est au lendemain de l'affaire Festina. Donc le dopage a encore à l'époque, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, une importance majeure pour les médias qui sont vraiment à la recherche justement du nouveau scandale. J'avais eu aussi, 2, 3 mois avant, le cas de kit de transfusion sanguine retrouvé dans les poubelles de mon hôtel.
jetés par des masseurs qui faisaient attention à rien à l'époque et retrouvés par des journalistes suisses qui sont venus littéralement nous attendre devant l'hôtel avec les kits de transfusion plein de sang en disant c'est à vos coureurs ça. Donc voilà, c'est Ah oui, attaché de presse à l'époque, oui, c'était d'accord. difficile. Mais donc ça t'a permis de découvrir en fait les deux facettes, celle du journalisme qui enquête et celle de l'attaché de presse qui couvre. Alors donc ça a nourri finalement ton métier. Exact. Voilà, c'est-à-dire que on peut pas me raconter de bobards sur le vélo parce que moi j'ai été dans le côté du côté coulisses. J'ai vu les coureurs qui se font des perfusions en attachant les perfusions à un cintre sur la lampe au-dessus du lit dans les hôtels. J'ai vu les tas de cachets de pastilles qui étaient mises dans les accoudoirs des voitures. Je les ai vus tout simplement parler de produits dopants à longueur de journée. Les coureurs ne parlent que de ça parce que à la table des coureurs, la vraie question c'est que prennent les autres pour avancer plus vite que nous. Fondamentalement, ils parlent de ça tout le temps. Quel est le meilleur médecin en ce moment? Qui a la formule gagnante qui te fait performer mieux que les autres? C'est ça, hein, la réalité du cyclisme en interne, c'est ça. D'accord, ouais, c'est quand même ça détruit un peu le mythe. Alors c'est vrai que ça reste quand même, il faut pas, enfin il faut expliquer que les coureurs travaillent aussi très dur au quotidien. Je pense qu'on peut pas non plus, même avec des produits dopants, ne pas s'entraîner et gagner des courses. Donc ça reste un sport très dur. Et en même temps, si on peut rentrer un peu dans ce sujet-là, le dopage est un petit peu inhérent en fait au sport du cyclisme. Quand on regarde les archives du Tour de France, on voit dès 1923-24, donc le fameux article d'Albert Londres, Les forçats de la route. Il interviewe les frères Pellissier qui lui expliquent déjà à l'époque qu'ils prennent des amphétamines pour tenir le coup et qu'en fait, s'ils n'en prenaient pas, ils ne tiendraient pas le coup. Alors, toi, tu as prouvé qu'on pouvait faire ce Tour de France, même si c'est pas le même Tour de France que dans les années 1920, en étant propre. Mais c'est quand même le problème, c'est que le dopage est un petit peu entremêlé dès les fondements de l'histoire du cyclisme professionnel. Ça fait partie de la culture cycliste. Ouais. Effectivement, Fausto Coppi parlait déjà aux journalistes de la bomba. Il avait une bomba. Alors à l'époque, c'était un mélange avec de la caféine et autres, mais c'est effectivement inhérent à ce sport. Et quelque part, en interne, on en rit, on en sourit. Hein. On raconte que des grands champions des années 70, quand ils rentraient dans les vestiaires où se changeaient les coureurs avant les critériums d'après-tour, il disait bon, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Donc c'est comme ça. Jacques Anquetil est mort à 52 ans. Bah, Laurent Fignon qui lui d'ailleurs assumait complètement ce dopé. Il expliquait même qu'il fallait laisser les coureurs le faire et que voilà, il se cachait pas déjà à l'époque. Oui, mais c'est la fameuse expression, on ne gagne pas un tour à l'eau claire. Voilà, Laurent Fignon est mort à 52 ans. Alors évidemment, on vous dira que tout est possible, que le dopage n'y est peut-être pour rien, mais on est face à une réalité. Il y a un excellent site internet, si les gens veulent s'informer, ça s'appelle Cyclisme et Dopage, qui recense depuis des décennies toutes les affaires de dopage. Et vous verrez qu'on est loin d'en être sorti, même si les médias, en règle générale, n'y accordent plus la moindre importance, parce que je pense que c'est la grande différence avec l'époque que j'ai vécue il y a 20 ans. Aujourd'hui, le grand public a intégré que ce sport est faussé par le dopage et ça ne choque plus personne. Et on se dit, the show must go on. Voilà. On sait ce qui se passe. Il y a une expression que j'aime bien, c'est le cyclisme, c'est comme une saucisse, c'est très bon, mais je ne veux pas savoir comment c'est fabriqué. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on sait qu'on est sur l'équivalent du catch américain, c'est truqué, mais on apprécie le spectacle. Et peu importe si les coureurs ont des problèmes de santé plus tard, parce que c'est leur choix. Ce sport fonctionne comme ça. Ce sport comme les autres, hein, mais bon, moi, ma spécialité, c'est le cyclisme. Bien sûr, mais on va venir au dopage actuel dans le cyclisme. D'ailleurs, je renvoie aussi nos auditeurs à une interview que Nicolas Vidal a faite sur la chaîne de Toxin avec Antoine Vaillé au moment du dernier Tour de France, où lui, il explique, Antoine Vaillé, donc je crois que c'est lui qui avait révélé l'affaire Festina donc, à l'époque, et qui, donc, à l'aide de données, explique qu'aujourd'hui, les coureurs, avec leur performance actuelle, c'est obligé, c'est impossible qu'ils ne soient pas dopés. Revenons à ton histoire, cher Guillaume, comme ça on va retracer un petit peu aussi celle du cyclisme. Dans les années 2000, tu commences à avoir quelques soucis avec ce dopage. Alors, une question peut-être un petit peu qui dérange, mais comment t'en es venu à vouloir d'abord passer de quelqu'un qui couvre les affaires de dopage à quelqu'un qui les révèle finalement? Bah, Puisque en fait, tu moi, as découvert, je te laisse continuer, pardon. oui, je suis un idéaliste et un utopiste. C'est-à-dire que
j'ai toujours rêvé de voir un Tour de France réellement disputé dans des conditions équitables, avec des coureurs qui, justement, n'utilisent aucun produit. Je pense que c'est le rêve absolu parce que le spectacle serait grandiose. Grandiose parce qu'aujourd'hui, le dopage collectif aboutit à quoi? À des écarts de 15 secondes entre les principaux leaders après des étapes de 250 km. C'est des robots. Quel est l'intérêt? Il n'y a plus de défaillance majeure. Normalement, on devrait voir des gars qui perdent 15 minutes un jour et qui le lendemain sont de retour. Voyez, le vrai spectacle, les vrais forçats de la route. Aujourd'hui, c'est complètement robotisé. On a des gars qui transpirent plus, qui sont blancs comme des cachets, qui ne sont pas essoufflés à l'arrivée d'une étape. Moi, je me souviens de Stephen Roche, 1987, à La Plagne avec un masque à oxygène. Voilà, le gars, il était au bout de ses forces. Bon, aujourd'hui, il donne des interviews 20 secondes après avoir franchi la ligne. Donc, pourquoi j'ai voulu rentrer là-dedans? Parce que j'en avais assez aussi d'entendre, lorsque je m'arrêtais dans un bar pour faire remplir ma gourde, quand je m'entraînais, de dire, ouais, bah, de toute façon, le vélo, on sait ce que c'est, hein, vous ne marchez pas à l'eau claire, les gars. Et quelque part, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire un projet où on démontre qu'un individu normal, comme moi, je ne suis pas un champion, loin de là, mais correctement entraîné, peut faire le Tour de France sans avoir aucune aide extérieure et que son corps ne soit pas abîmé. Parce que souvent, l'excuse, c'est oui, mais si on ne prend rien, vous comprenez, notre corps. Donc, on a monté ce projet avec l'Université de Toulouse, le professeur Daniel Rivière, l'aide de l'Union cycliste internationale. Et donc, j'ai été contrôlé par l'antidopage dans ce tour que j'ai fait en 2007. Oui, Et alors donc, tiens, je mets la photo. Tu peux pas la voir, mais je mets la photo de ton contrôle de dopage en 2007 ouais. sur donc ce fameux Tour de France que tu as fait à l'eau claire. Et c'est ce qui t'a d'ailleurs fait, à cette époque, un petit peu accéder à la notoriété. Tu as donc voilà, voulu faire un Tour de France à l'eau claire, selon l'expression. Ben oui, mais pourquoi j'ai accédé à la notoriété? Parce qu'en fait, il y a eu un énième scandale, c'était l'affaire Rasmussen en 2007. Mm. Voilà, encore un cyborg là qui faisait des performances incroyables. Et donc j'étais un peu le gagnant moral de l'histoire. On se disait, bon, il y a ce petit gars qui est devant, qui a fait son Tour de France un jour avant les professionnels, sans massage, avec derrière des amis qui conduisent la voiture suiveuse, sur route ouverte à la circulation. Et donc, les gens, quelque part, ont eu une forme de sympathie pour ce projet parce que moi, je me suis littéralement sacrifié parce qu'aujourd'hui, je parle avec sérénité, mais à l'époque, je ne savais pas moi-même si j'allais aller au bout. Et beaucoup de gens me souhaitaient le pire, hein. Sur Internet, il y avait des équipes de trolls organisées qui me souhaitaient tous les malheurs du monde. Voilà, ils espéraient que j'allais chuter dans une descente ou ce genre de choses. Et c'est là que j'ai compris que ce milieu, en réalité, est dans une forme de déni de la réalité, le même déni qu'on constate après les années de crise sanitaire que nous venons de vivre, hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui refusent les évidences. Le cyclisme, c'est la même chose. Vous avez 90% des gens qui suivent ce sport qui ne veulent pas admettre la réalité, même si vous leur mettez les faits sous le nez. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que mon aventure a été un peu celle de Don Quichotte, un Don Quichotte qui se bat tout seul contre des moulins à vent et qui, à la fin, bon, bah, laisse les choses en l'état. Et moi, je me rends compte, 20 ans après, que ça a été un coup d'épée dans l'eau parce que le dopage, loin de s'être arrêté, a continué et la situation est pire aujourd'hui. Simplement, je me dis, à mon très modeste niveau, j'ai essayé de faire quelque chose. Voilà. Voilà, et tu as essayé, et ça t'a valu d'ailleurs des ennuis, hein. D'ailleurs, on peut revenir sur quelques aventures. Je crois que tu m'as dit que tu as été en procès avec Lance Armstrong. Alors là, Lance Armstrong, je pense que tous les auditeurs voient de qui on parle, hein, ce fameux coureur à qui on a retiré les 7 Tours de France. Et puis une autre affaire aussi où tu as dû être escorté par la police, mais peut-être d'abord Lance Armstrong. Alors en fait, Lance Armstrong, j'avais écrit un papier sur Filippo Simeoni, qui est un des rares coureurs qui s'était opposé à la domination sans partage de Lance Armstrong. Je vous rappelle que dans le peloton, il y a une mafia qui décide le matin les coureurs qui peuvent partir en échappée. C'est vrai sur tous les tours, hein. Regardez sur le Tour de France, ça va être les petites équipes. On sait déjà que l'échappée n'ira pas au bout, mais ils auront leur quart d'heure de célébrité à la télévision. Et il y a parfois des moments où le peloton attrape par le callback certains coureurs en leur disant non, toi tu pars pas. Parce qu'on sait que c'est des gros rouleurs et qu'avec eux, l'échappée pour aller au bout. Donc tout est contrôlé. Et Simeoni
Armstrong s'était chargé en personne d'aller le rechercher parce qu'il voulait partir en échappée. Il lui avait fait la guerre, un peu comme Christophe Basson, un autre Français aussi qui a eu les mêmes problèmes. Et donc j'avais interviewé ce coureur italien qui avait tiré à boulet rouge sur Lance Armstrong. Lance Armstrong avait attaqué le journal Le Monde et donc moi. Et on avait terminé devant un juge d'instruction à Paris qui finalement avait débouté Lance Armstrong. Mais j'ai gardé la convocation comme souvenir de ces années folles. Ensuite, sur le Giro, il se trouve que j'avais d'excellents Donc contacts le Giro, avec c'est le Tour d'Italie pour les gens qui ne connaissent pas. le Tour d'Italie 2006. Donc là, on est avant en fait que je fasse le Tour de France moi-même. Euh, il y a Pavel Tonkov, le Russe, qui gagne une étape à Fondo, dans le Trentin. Hein, on est au-dessus de Venise, là, sous la frontière autrichienne. Il fait un bras d'honneur à la télévision. Donc déjà, les esprits sont réchauffés. Et il y a une émission donc après l'étape qui s'appelle Processo alla tappa, hein, c'est l'équivalent du vélo club de Gérard Rolls, mais beaucoup plus animé, hein, à l'italienne, ça crie. Et ce jour-là, je sais que la brigade des stupes italienne a fait une perquisition chez Danilo Di Luca, qui est un gars qui a gagné le Tour d'Italie. Et je sais qu'ils ont pris des produits dopants. Et je suis en plateau et je le dis. Et là, j'ai pris des menaces, non seulement des coureurs présents sur le plateau, mais aussi des directeurs sportifs et des journalistes. Et là, j'ai compris une chose très importante. Les journalistes qui suivent le cyclisme, dans leur grande majorité, protègent ce sport par leur omerta. Et on m'a accusé de cracher dans la soupe. Hein, qui tu es pour te permettre de dire ça? Voilà. Donc ils ne veulent pas assainir le marais, comme dirait Donald Trump. Voilà. Ils ne veulent pas assainir leur sport. Ils sont juste intéressés de voyager en note de frais tout le mois de juillet et manger des petits fours dans la salle de presse. Mais parce que bon, c'est intéressant parce que toi, à l'époque, tu travaillais quand même au Monde, qui était le journal, qui est le journal, un des principaux journaux français. Alors, comment justement, c'est intéressant ce que tu dis sur le journalisme, comment toi, tu as pu pendant si longtemps continuer à travailler et d'ailleurs, est-ce que tu as tu as eu des coups bas qui ont été faits peut-être par des confrères journalistes? Alors, juste, je termine sur le Giro. Ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai dénoncé donc, Danilo Di Luca, j'ai dû être escorté par les carabiniers, donc la police, hein, Oui. à la sortie du studio. Et on m'a clairement fait comprendre, on m'a dit, Guillaume, on te donne un conseil, il faut arrêter de suivre le Giro. Donc, du jour au lendemain, j'ai pris ma valise et je suis parti. Et je n'ai pas pu mettre les pieds sur une course de vélo pendant des années. Il faut bien comprendre ça. Les journalistes qui couvrent ce sport sont confrontés à un dilemme où ils parlent de dopage et ils n'obtiendront plus d'interviews des coureurs, ou ils n'en parlent pas et ils continueront de faire ami-ami au départ des courses pour avoir leurs petites interviews. C'est pour ça que le journal L'équipe, à un moment donné, avait un gars qui était délégué aux affaires de dopage, qui à l'époque s'appelait Jean-Pierre Bidet, je crois. Et donc, on voyait bien que quand vous parlez de ces affaires-là, vous ne pouvez pas rentrer dans ce cercle fermé parce que, regardez bien le cyclisme, c'est un milieu qui se recycle. Les gens qui conduisent les voitures aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui couraient à l'époque de Lance Armstrong. Donc ceux qui conseillent les jeunes cyclistes aujourd'hui sont ceux qui ont connu les années EPO et autres, mais qui vous disent qu'il n'y a jamais eu de dopage dans le cyclisme. Vous comprenez? Hmm. Donc on est dans une famille, la famille du vélo. Les organisateurs en font partie. On pourra parler ensuite peut-être de la nouvelle façon de laver le linge sale en famille dans le cyclisme. Hein. Il n'y a plus de cas de dopage retentissants aujourd'hui. Vous avez remarqué? Parce que Non, oui, les c'est affaires sûr. se règlent en famille. Le cyclisme en a eu marre d'être finalement le seul sport à être immolé finalement sur l'autel du dopage, alors que tous les autres ne le font pas. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on va pouvoir parler du dopage actuel. Voilà, on peut y venir. Alors, juste avant, non, j'ai aussi une autre question sur un certain Luigi Cecchini, parce que tu m'en as parlé. Donc ça, c'est un docteur, un médecin qui suivait des équipes de vélo, dont tu as été proche. Et donc toi, tu as vu aussi en fait opérer les médecins des équipes de vélo. Et ça, c'est aussi intéressant à voir pour le dopage. Raconte-nous ça. Voilà, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est très important pour un coureur d'avoir un bon médecin. En France, il y avait le fameux Bernard Seitz, qui d'abord soignait des chevaux et ensuite s'est occupé des coureurs cyclistes. Et étrangement, il y avait la même chose en Belgique avec le docteur Van Mol, qui avant s'occupait de chevaux et ensuite s'occupait de cyclistes. Donc, il y a toujours des médecins. Vous avez Fuentes aux Canaries, Michele Ferrari, très célèbre, qui opère dans la région de Lugano, où vivent de nombreux champions cyclistes et Luigi Cecchini. Comment j'ai connu Luigi Cecchini?
Je faisais un reportage sur le dopage et je suis allé voir un certain Ivano Fanini, qui est un gars qui avait une équipe un peu rocambolesque, un peu folklorique, qui s'appelait Amore Vita, et qui faisait bénir par le pape chaque année son équipe au Vatican. Donc c'est vraiment à l'italienne, très spécial. Et je vais voir ce gars-là, et je lui dis, il habite à Lucca, hein, en Toscane, et je lui dis, est-ce que tu peux pas m'avoir un rendez-vous avec Cecchini? Et il décroche son téléphone, ce qui vous prouve bien que le patron d'une équipe a le contact d'un médecin, et il Alors, l'appelle et il lui pardon, je dit, te coupe. Officiellement, c'est un médecin qui travaille pour une équipe spécialement ou alors, à l'équipe, il a travaillé en 2006 et même avant pour Ariostea, face à Bortolo, et D'accord. surtout c'est lui qui a fait gagner le Tour de France à Bierneris. Ok. Et on sait comment ça s'est terminé. D'accord? Oui, je vois. Il s'est occupé aussi de Tyler Hamilton, on sait comment ça s'est terminé. Il s'est occupé de Jörg Jakche, on sait comment ça s'est terminé. Il s'est occupé de Fabian Cancellara, qui lui est passé entre les mailles du filet. Donc, on téléphone à Cecchini et Cecchini dit, je ne parle pas aux journalistes, et il lui répond, mais ce gars-là, il fait du vélo. Il dit, ah bon, il fait du vélo, ce journaliste? Ah ben, qu'il vienne demain matin à l'entraînement. Et je découvre le lendemain matin un groupe d'une cinquantaine de coureurs sur le bord de mer en Toscane à Lido di Camaiore, avec le médecin entouré d'une espèce d'escorte de coureurs, le coureur Petacchi, un coureur qui a gagné plein d'étapes sur le Tour de France, hein. Je pense que c'est presque 20, peut-être un peu moins, 14-15. Et je m'approche du médecin, on part s'entraîner, et il voit que je suis passionné, et je commence à développer une relation amicale avec lui, à tel point, et là c'est une révélation, que c'est lui qui va faire mes plans d'entraînement pour que je puisse réaliser le Tour de France, les 3 tours, et ainsi de suite. C'est lui qui m'a transformé comme coureur. Pourquoi? Alors, les plans d'entraînement sans substance dopante, on précise. Exactement, parce qu'il a bien compris ce que j'étais venu chercher. Et il a joué là-dessus, il a dit, en gros, il m'a dit, tu penses que je dope les coureurs. Mais moi, je vais te montrer qu'avec mes plans d'entraînement, tu vas t'améliorer. Il m'envoie faire un test le lendemain, c'est assez extraordinaire. Il m'envoie sur une montagne qui se trouve à côté de Lucca et ça monte 6 km. Et il me dit, je t'ai vu pédaler pendant 2 heures, Guillaume. Je sais déjà le temps que tu vas faire sur cette montée. Tu vas la faire à fond. Il m'a dit, tu vas faire entre 21 minutes et 21 minutes 15. C'est le Monte Serra. J'ai fait 21 minutes 10 le lendemain. Et là, je lui téléphone, je lui dis félicitations. Il me dit, tu me prends pour qui? Tu crois que je ne connais pas le cyclisme? Et on est toujours resté dans cette ambiguïté. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des coureurs qui venaient le voir. Il y a eu Yann Ulrich parmi ses clients. Ah oui. Yann Ulrich. Voilà. Mais en même temps, j'avais bien compris que Yann Ulrich ne venait pas chercher des plans d'entraînement. On lui disait de faire 2 fois 10 minutes à 400 watts. J'avais bien compris ça. Hmm. Il le savait aussi. Mais j'ai aussi compris quelque chose de très important. Pourquoi ces médecins ne tombent jamais lorsque les coureurs sont pris? Parce que ces médecins ont un charisme incroyable, sont toujours disponibles pour les coureurs et les traitent comme leurs enfants. Moi-même, lorsque j'ai eu, par exemple, une grippe ou autre, je pouvais lui téléphoner à minuit. Je lui disais, Luigi, j'ai ci, j'ai ça. Et il me disait, Guillaume, prends ça, va à telle pharmacie, prends ce truc-là, fais ça. Ils traitent leurs coureurs, leurs clients, comme des enfants. C'est pour ça que lorsque les coureurs sont pris, ils ne dénoncent jamais leur médecin. Et aussi parce qu'il n'y a aucune trace écrite. Ces médecins travaillent uniquement de façon orale. Vous venez dans leur petit laboratoire, lui, c'est chez lui. Luigi Cecchini est un millionnaire, hein, il faut le savoir. Il n'a pas besoin de ça pour vivre, mais c'est sa passion. Et il vous parle à son bureau, il vous dit ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut faire, il n'y a aucune trace écrite. Ah, Ces médecins, par contre, se rémunèrent sur les points UCI marqués par leur champion. Lorsque vous gagnez une course, les coureurs marquent des points et ensuite, sur le total de points, le médecin va demander 10%, 15%. d'accord. Bon, c'est intéressant. Au moins, il y a une corrélation entre le succès de ces médecins et les performances. Finalement, dans les Totalement. moyens qui sont faits pour accéder à ces performances, c'est questionnable aussi, mais voilà, il y a un système de récompense. Donc, venons-en au dopage aujourd'hui, parce que donc j'imagine tu n'es plus toi directement. Alors, d'ailleurs, comment tu t'es éloigné de ce milieu? Est-ce que c'est de force parce que justement tu ne pouvais plus suivre les coureurs, ou est-ce que c'est aussi par toi, par désintérêt, à force de voir que les choses ne changeaient pas? Alors, c'est sûr que j'ai été écœuré de voir que tout continuait comme avant, parce que j'avais eu l'illusion de penser que les choses changeraient.
Aussi parce que le milieu journalistique m'est devenu hostile, hein. La salle de presse, vraiment ceux qui suivent les tours me voyaient comme un traître, hein, parce que j'avais craché dans la soupe. Donc je vous rappelle, c'est une famille avec l'omerta. Tout le monde se connaît. N'oubliez pas que sur le Tour de France, tout le monde loge dans les mêmes hôtels. Vous avez parfois trois, quatre équipes. Ils se croisent dans les ascenseurs, ils sont aux mêmes tables des restaurants. Les organisateurs, eux, ont un hôtel séparé, mais ils se croisent au village départ toute la journée. C'est une même famille qui a les mêmes intérêts, à savoir faire tourner ce sport qui rapporte de l'argent. Le Tour de France est une énorme manifestation sportive internationale et tout le monde y gagne son pain. Remarquez bien ce qui se passe lorsqu'il y a un scandale de dopage. Ensuite, on essaye de jouer sur la fibre sentimentale, sur le chantage moral. Mais ma petite dame, il y a 30 familles qui mangent grâce à cette équipe. On ne peut pas la fermer, ayez de la compassion, vous voyez. Donc, même quand ils sont pris les mains dans le pot de confiture, il faut oublier parce qu'on est tous ensemble, c'est une grande famille, et puis the show must go on. Oui, d'accord. Et donc ensuite, donc tu t'es éloigné du monde du Alors, vélo. oui, je me suis éloigné parce qu'effectivement, j'étais persona non grata dans la salle de presse, également sur les courses, hein, où je risquais vraiment de prendre un nion dans la figure, hein, pour parler français. Et puis, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Si c'est pour aller voir un coureur et qu'il me dise, oui, je veux gagner le tour, mais depuis que je mange du riz au lieu de manger des pâtes, j'ai augmenté mes performances, j'aime pas être pris pour un idiot. Voilà, parce que la réalité, je la connais. D'accord. Donc, je ne souhaite pas être complice du système. Donc, je m'en suis éloigné et je m'en suis éloigné en partant sur une autre conception du cyclisme qui est l'évasion, le voyage. On y reviendra plus tard. On va y venir, mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on parle du cyclisme à l'heure actuelle, puisque donc on le voit, les performances, alors officiellement, il n'y a plus du tout de scandale de dopage, mais on voit, en tout cas au moins sur la partie émergée de l'iceberg, ces cinq six coureurs fabuleux d'ailleurs qui donnent des courses vraiment magnifiques à voir, hein. Tu le disais au début, je pense qu'on est dans une des périodes les plus spectaculaires en termes de cyclisme, puisqu'on a une concurrence de Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar et autres qui font que il y a vraiment des performances qui sont au-dessus de la moyenne, notamment pour Tadej Pogacar, donc le champion slovène qui a quasiment tout gagné cette année. Est-ce que tu peux, toi, tu es convaincu qu'aujourd'hui c'est impossible à faire sans dopage? Non, mais la question ne se pose même pas. Enfin, Oui. euh, envoyez votre fils faire du vélo. Si jamais il est bon, il terminera en première caté ou chez les élites. Il va comprendre très rapidement le menu. Enfin, on va lui dire, voilà, si tu veux continuer, il faut prendre ça. Il y a plein de coureurs, hein, d'ailleurs, qui renoncent, hein. J'ai connu des gars extrêmement talentueux. Ils se sont dit, non, bah, s'il faut stocker des produits dans le frigo et s'injecter tous les 2 jours pour faire du vélo, non, merci. Voilà, il y a même des pros, hein, qui ont fait marche arrière après une année, hein. Un certain Flake-Mort, on appelle ça la décision Flake-Mort, c'est-à-dire, voilà, est-ce que je suis prêt à prendre tout ça pour gagner une course de vélo? Ben, il y en a qui disent non. Et il y en a qui disent oui. Pourquoi? Parce que pour arriver chez les professionnels, tous les gens que vous voyez arriver chez les pros, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils font du vélo, qui se traînent d'une course régionale à une autre course régionale, et qu'au moment, enfin, où ils peuvent gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ben, on ne fait pas marche arrière et on continue. Donc, le dopage est comment dire, partie intégrante de l'équation du cyclisme. Il faut bien le comprendre. Donc, moi, aujourd'hui, quand je vois, moi, je connais des gens, j'en connais personnellement, qui prennent des produits pour gagner des cyclosportives, hein, les courses amateurs où il y a 3000 participants, 5000 participants. Ah Vous oui. comprenez bien qu'au niveau au-dessus, c'est exactement la même chose. Voilà, tout simplement. Donc, oui, le dopage continue, simplement quelque chose a changé. C'est que les contrôles antidopage sont devenus de plus en plus inefficaces, que Alors la recherche. ça c'est intéressant parce que nous, l'image que quelqu'un de novice peut avoir du cyclisme, c'est qu'au contraire, aujourd'hui, c'est extrêmement surveillé. On a les fameux no-show, donc si le contrôleur se présente à votre domicile et que vous n'y êtes pas, au bout de 3 fois, vous êtes sanctionné. Il y a aussi donc des contrôles surprises, notamment pour les vainqueurs d'étape, les maillots spéciaux à chaque fin d'étape du Tour de France. Donc, toi, t'expliques quand même que c'est de plus en plus rare. Et qui est pris? Ah ben Personne. personne, justement, parce que c'est un sport propre. Non. Exactement. Voilà, c'est QFD, hein. Voilà, ça s'appelle un Voilà. sophisme.
Non, simplement, on sait que le voleur est toujours en avance sur le policier, hein. Le policier court après le voleur. Voilà. Donc aujourd'hui, les coureurs utilisent des produits qui, sont, qui ne sont pas cherchés. Donc vous pouvez vous présenter à un contrôle antidopage sans aucun problème, puisqu'on ne les connaît pas, ces produits. Et si vous regardez bien, les seuls qui tombent, ce sont des petits coureurs qui sont encore à l'EPO ou au CERA, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les bons médecins qui, eux, vous font le cocktail gagnant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, qu'est-ce que. Non, on ne connaît pas encore. Toi, tu penses qu'on ne connaît pas du tout ces produits ou tu penses que ce sont des produits qu'on ne peut pas encore repérer, mais qu'on connaît déjà? Oui, on ne sait pas que ces produits sont utilisés. Moi, je pense D'accord. même qu'on est, pour certains, sur du dopage génétique, hein. Ah oui? Ouais, je n'exclus pas. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, le dopage. Qu'est-ce que c'est concrètement le dopage génétique pour que tout le monde comprenne? Bah, je vais y revenir. Le dopage génétique, c'est en fait ne plus prendre une substance de façon externe, hein. Par exemple, je me fais une piqûre de testostérone, mais stimuler via une thérapie génie la production de testostérone par mon corps directement. Ah oui, D'accord? Donc, on n'a plus besoin de se piquer puisqu'on fait en sorte que le corps lui-même active ces processus. Voilà. d'accord. Donc, on ne craint pas d'être pris pour EPO, Hmm. hein, voilà, par exemple. Mais je reviens aussi sur le dopage mécanique. Regardez, le dopage mécanique, c'était une théorie du complot Hmm. il y a 10 ans où il disait qu'il y avait un moteur dans les vélos. Les gens vous riez au nez. Non, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Aujourd'hui, l'Union cycliste internationale elle-même envoie des inspecteurs passer des tablettes, des iPads le long des cadres des vélos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ceux qui dirigent ce sport sont conscients il y a ce problème. Alors, ils attrapent jamais personne. Mais il y a eu de nombreuses courses et de nombreux coureurs qui ont utilisé ce phénomène. Moi, je me souviens que déjà à l'époque, la brigade des stupéfiants italienne avait eu des signalements par des coureurs que Lance Armstrong passait son temps à appuyer au-dessus de sa cheville droite. Et souvenez-vous que Lance Armstrong portait des chaussettes longues. Et c'était très Hmm. rare à l'époque. Voilà. Ouais. Et on soupçonne Lance Armstrong d'avoir été un des premiers à utiliser un moteur dans le cadre. Et souvenez-vous qu'il avait réhabilité la haute fréquence de pédalage. Alors, on disait que c'était Chris Carmichael, son entraîneur, qui lui avait dit il faut tourner les jambes rapidement, mais il faut pouvoir le faire avec Hmm. certains braquets. Voilà. C'est sûr. Non, non, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a plus de deux, je crois, deux enquêtes de France Télévisions qui ont été diffusées pour l'émission de Stade 2 sur le dopage mécanique où on voit, ça a l'air un peu ubuesque, mais en fait, c'est assez difficile à détecter. Je crois que notamment, ils étaient allés voir un mécanicien hongrois où ils font tourner une mini-roue dans les cassettes, donc dans les vitesses, et qui est Exact. quasiment indétectable. Donc, et puis, on a des images aussi par exemple, de vélos qui tombent à la renverse et la roue arrière continue de pédaler à fond, ou alors de coureurs qui triturent leur guidon de vélo alors qu'ils sont en montée à 10-12%. Normalement, là, on cherche pas trop à changer de vitesse, quoi. On a trouvé son braquet assez rapidement dans la montée. Oui, puis la meilleure réponse, c'est quoi? C'est qu'on disait que ces vélos n'existaient pas. Sauf que si vous allez chez votre vélociste aujourd'hui, ils vendent plus de vélos électriques que de vélos normaux. Et je vous parle de vélos de course, hein. Hmm. Pinarello a sorti un très beau vélo électrique il y a déjà plus de 4 ans. Donc, si vous voulez, on comprend bien que la technologie ne passe pas de l'amateur au professionnel, mais descend du professionnel vers l'amateur, hein. Tout comme la haute technologie vient de l'armée et Ouais. descend ensuite vers le grand public. C'est exactement la même chose. Donc, bien sûr, mais les coureurs eux-mêmes le savent. Vous savez, les coureurs, ce sont les premiers à faire tomber ce genre de problème. En 1995 ou 16, Mauricio Fondriès, qui avait été champion du monde, et d'autres se rendent à l'UCI, à Aigle, pour demander qu'on mette un plafond au taux d'hématocrite, c'est-à-dire le taux de Hmm. globules rouges dans le sang. C'est-à-dire que les coureurs eux-mêmes sont allés voir les instances en disant il faut qu'on arrête, il va y avoir des morts. Je vous rappelle que dans les hôtels du Tour de France, les coureurs se réveillaient en pleine nuit parce qu'ils avaient le sang épaisse comme de la marmelade de fraises. Ils dormaient avec des cardiofréquencemètres qui leur signalaient qu'il fallait se lever rapidement, sinon le cœur allait s'arrêter. Et moi, j'ai plein d'hôteliers qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe quand on reçoit des équipes à 4 heures du matin, ils font du vélo dans le couloir? Oui, Ouais. donc ça c'est la et c'est les coureurs qui ont dénoncé ça. Et de la même façon, il y a, je ne vais pas donner de nom, mais il y a un coureur qui a gagné des classiques avec une aisance, et on voyait les coureurs derrière au moment où ils partaient, qui levaient le bras comme ça en faisant en signe de dépit, je Ouais. sais ce que tu fais, je sais ce que tu fais. Souvenez-vous les propos de Vasseur, qui était commentateur à l'époque sur France Télévisions, qui, dans le col de la Pierre Saint-Martin, voit Froome
développé une fréquence de pédalage de dingue et qui dit excusez-moi, messieurs, dames, mais ce que je suis en train de voir, j'ai du mal à vous l'expliquer. Bien sûr, non, non, mais il y a des choses, évidemment, on voit, et puis encore une fois, aujourd'hui, de Tadej Pogačar, pour ceux qui suivent le vélo, la manière dont il attaque, parfois plusieurs jours d'affilée, et en mettant vraiment plusieurs minutes à ses concurrents, même les plus forts, hein, ça pose quand même, enfin, ça pose des questions, j'ai envie de dire que ça donne quasiment les réponses. On va venir à... Tadej Pogacar, je voudrais Oui, juste oui, je dire t'en prie. un mot sur lui. Alors déjà, regardez son équipe, hein, son manager, c'est Mauro Gianetti, un gars qui, devant moi, puisque j'y étais en 1999 au Tour de Romandie, a fait un très grave malaise parce qu'il avait pris de l'IGF 1. Et il y est pratiquement resté. Hein. Donc quand vous avez un gars qui a un passé pareil et qui est manager d'une équipe, vous comprenez tout de suite l'ambiance et les bons conseils qu'il doit prodiguer. Par ailleurs, Pogacar, si vous voulez, alors lui, il est littéralement sur une autre planète. C'est-à-dire que même les autres ne savent pas ce qui se passe. On est sur, moi j'appelle ça un coureur manga, parce qu'il n'est même pas décoiffé à la fin d'une étape de 250 bornes. Vous savez, quand on fait du vélo, et vous en faites vous aussi, Mm. après 200 bornes, on a de la bave sur le côté, on a les yeux rougis par le vent, on a du sucre dans les dents, on a le maillot qui est sale, on a transpiré. Lui, il arrive, il est immaculé. Et honnêtement, je me l'explique pas. Et quand vous voyez qu'il a collé 3 minutes 44 sur la montée du plateau de Beille à Marco Pantani, j'ai bien dit à Ah oui, Marco oui. Pantani, hein, qui circulait avec un hématocrite de 60, il avait les oreilles rouges tellement il avait le temps. C'était ça, c'était Elefantino, le petit éléphant. 3 minutes 44 à Pantani sur 12 km, je pense qu'il n'y a pas besoin Oui. d'ajouter autre chose. Oui, oui, Antoine Vaillet parle d'ailleurs d'Alien, je crois, ou de Martien, Ouais, ouais, ouais. concernant Pogacar. Alors, on va venir à cette enfin, conclusion de ta carrière, cette manière d'orienter finalement ta carrière. Là encore, on est dans des thèmes qui sont chers à Toxin, donc l'évasion, l'aventure, le fait de vouloir un peu transcender ce système de mensonges. Mais avant ça, j'aimerais aussi faire un petit écart par rapport à l'actualité ou par rapport à l'actualité de ces dernières années, puisque en fait, tu as parlé rapidement de la crise sanitaire du Covid tout à l'heure. Ça t'a permis aussi cette exposition à l'omerta du cyclisme de plus facilement repérer des mensonges de grande échelle. Et donc, on voit aussi que ça t'a un petit peu vacciné, sans mauvais jeu de mots, contre d'autres crises ailleurs politiques, et ça t'a donné un certain esprit critique. C'est aussi, ça aussi, finalement, ça a été une sorte d'opportunité aussi pour toi de te prémunir contre ces périodes de propagande. Ben oui, parce que pourquoi je vous ai écrit? Je Oui, vous ai écrit parce qu'aujourd'hui, vous êtes le seul média que je peux écouter le matin. Parce que je ne peux pas écouter des médias complices du système. Moi, quand le système me ment, je ne peux pas continuer d'en faire partie. Il faut bien comprendre ça. Il y a des gens qui préfèrent continuer d'être dans le confort du système. Moi, j'en ai pris plein la tronche. J'ai des armées de trolls qui sont déchaînés contre moi et qui probablement mettront des commentaires sous cette vidéo. Mais je dors avec une conscience pure et transparente parce que je sais que je suis allé dans le sens de la vérité. Et vous, chez Toxin, vous cherchez la vérité. Vous ne cherchez pas à complaire les sphères politiques ou économiques. Donc, c'est pour ça que moi aussi, quand j'ai vu le Covid, j'ai compris qu'on était exactement sur les mêmes paramètres. Voilà. Donc, l'omerta que j'avais vu dans le cyclisme, je la vois, tout ce qui est systémique, finalement, fonctionne de la même façon. Mais regardez les leçons que nous donne le système. Regardez l'affaire OM Valenciennes, parce que vous allez comprendre. L'affaire OM Valenciennes, quel est le seul à avoir payé? Celui qui a dit la vérité. alors est-ce que Jacques tu peux Lassalle. rappeler l'affaire OM Valenciennes pour tout le monde, pour que tout le monde OM puisse suivre? Valenciennes, un défenseur de Valenciennes, hein, dit que l'OM lui a proposé de l'argent pour laisser passer les attaquants adverses. Hmm. Bon, ça a été un scandale majeur. C'était les titres de tous les médias, avec Bernard Tapie, avec Bernès et autres. Le seul qui a payé, c'est celui qui a dit la vérité. Hein, comme disait Guy Béard, celui qui dit la vérité, il faut l'exécuter. Il est parti jouer, je crois, à la Réunion en D4, et il a disparu. Tous les autres acteurs de cette affaire sont restés des protagonistes du milieu. Prenez l'affaire Nicolas Karabatic, reconnu coupable par un tribunal français d'avoir parié sur la défaite de sa propre équipe avec son entourage familial. 10 000 euros d'amende et 2 ans de prison avec sursis.
Aujourd'hui, c'est le joueur qui signe le plus d'autographes et qui est interviewé en permanence. Alors, il a pris sa retraite hein, quand même, faut le préciser. Mais Non, en tout cas, il a été pendant longtemps. voilà. Donc, vous comprenez comment fonctionne le système? Il n'y a aucune mémoire de ce qui s'est passé et on encense ceux qui ont quelque part couvert le système. Donc, il est évident que pour moi, il n'y a aucun avenir dans le système. Mais je trouve une forme de satisfaction à avoir accompli très modestement ma petite part. Et je pense que pour Toxin, pour le Covid et pour tout le reste, c'est dans l'union qu'il y a la force. Parce que des petits efforts détachés ne produisent rien. Par contre, en se coalisant et en s'unissant, alors on a une voix et on peut être écouté. Absolument. Et donc, c'est dans l'union qu'on fait la force. Et aussi un petit peu dans l'évasion. On vient à comment Ouais. tu as vécu la fin de ta carrière de journaliste, puisque tu as décidé de toujours porter cet amour du vélo, cet amour de l'aventure, du sport, de l'effort, mais à travers quelque chose d'en dehors de cette compétition qui génère tant d'argent, tant de rivalité, tant de toxicité pour les coureurs en proposant, en voyageant finalement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? J'ai quelques photos aussi de toi, notamment en Inde, à Hawaï, le Mauna Kea, c'était à Hawaï, je crois. Ouais. Donc, voilà, explique-nous un petit peu comment, à la suite de de cette carrière sportive dans le feu de l'action, tu as voulu prendre de la hauteur. Bah, déjà parce qu'il n'y avait plus rien à faire, hein. En 2008, j'avais fait les trois grands tours, hein, donc Tour d'Italie, Tour de France et Tour d'Espagne un jour avant les coureurs. Parce que quand j'avais fait que le Tour de France, certains comme Jean-René Bernaudot, le manager du team Total Energy, s'était permis de dire oui, mais lui, c'est un guignol, il a fait que le Tour de France, nous on fait des saisons complètes. Donc pour lui répondre, j'avais enchaîné Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne en solitaire, un Ah jour oui. avant eux, sans massage et sur route ouverte. Voilà. Et après, j'ai dit, mais j'ai plus rien à faire. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Donc, j'ai ouvert le spectre parce que je pense qu'il y a un problème aujourd'hui avec le sport, même pratiqué par des amateurs, c'est que je les vois toujours en train de regarder des compteurs de vélo ou des montres quand ils courent. Et c'est terrible parce que le sport devrait être la Mm. soupape qui vous libère, hein, qui vous sort des contraintes. Et je les vois en train de regarder s'ils font 3,14 ou 3,30 au kilomètre pour ceux qui font du marathon. Ou quand on roule à vélo, on a son compteur avec une petite flèche qui monte la moyenne. On se dit, ah, il faut que je rentre à la maison avec 30 de moyenne, comme ça je pourrais mettre ça sur Strava, le réseau social où on partage ses efforts et ses entraînements. Donc, quelque part, on est encore sous une dictature Mais des chiffres, des c'est nombres. entièrement vrai. Moi-même, je suis l'un des seuls de mon groupe d'amis à ne pas avoir de compteur de vélo quand je roule. Et mon père, qui est à côté de moi d'ailleurs, lui, il n'arrive pas à recourir sans regarder le nombre de battements par minute voilà, ou la moyenne, parce que bon, c'est un petit peu, c'est pour se tirer la bourre. C'est pas non plus toxique, c'est-à-dire que c'est pour les copains, pour faire rigoler, mais on sent quand même qu'il y a ce rapport aux chiffres qui est un petit peu, voilà, Alors, qui enlève c'est un peu la toxique. liberté. C'est contre-productif parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les champions de Strava, donc qui se défoncent la semaine pour prendre les meilleurs temps sur les montées de leur région, hein, sur les montées et les cols de leur région, et qui ne gagnent aucune course le dimanche. Parce qu'ils sont tellement épuisés à l'entraînement pour essayer de faire les meilleurs temps que finalement en course, ils n'ont plus de jus. Donc c'est très, très, très contre-productif, à mon sens. Mm. Non, mais je comprends. Je t'en prie, je laisse continuer Oui. sur tes Alors, voyages. sur l'évasion, alors l'évasion, donc le vélo, c'est évidemment autre chose que regarder son guidon et ses moyennes. Le vélo est probablement le meilleur moyen de locomotion au monde parce que c'est un moyen de locomotion sans pare-brise, sans fenêtre, sans carrosserie, où on a l'odeur des champs, hein, de l'engrais, des tournesols, où on perçoit les nuances des saisons, où on est fouetté par la pluie. Et c'est ce rapport, cette symbiose avec la nature qui m'a intéressé. Et ce que les gens oublient, c'est que moi, je n'étais pas payé pour faire du vélo, j'étais payé pour écrire des articles. Il faut quand même le rappeler. J'ai écrit 8 livres et j'étais payé par le journal Le Monde pour écrire des articles, des carnets de voyage, pas pour faire du vélo. Donc j'avais besoin de ce ressenti pour pouvoir trouver l'inspiration. Donc j'ai décidé en 2009 de faire le tour du monde en 80 jours en suivant plus ou moins le livre de Jules Verne et les aventures de Phileas Fogg. En 2010, j'ai fait un tour de la France de façon lente, en longeant un peu les frontières et en terminant au centre de la France. Il y a des panneaux, vous êtes au centre de Hmm. la France. En 2011, par contre, je suis revenu sur quelque chose d'un peu plus performant. J'ai fait
400 000 mètres de dénivelé en moins de 6 mois sur 200 cols, mais l'objectif c'était de voir le plus de cols possible. Oui. Donc, dont En... le fameux col le plus haut du monde, c'est ça, s'appelle le Kadungla. Alors ça, c'était en 2014, Ah, c'est plus loin. ouais, Autant pour c'était moi. mon dernier projet 2014-2015. J'ai fait les plus hautes routes de la planète sur les 5 continents, donc des routes carrossables, des vraies montées, et effectivement, j'ai atterri au sommet du Kardungla. Et aujourd'hui, il est asphalté, il ne l'était pas sur la deuxième partie à mon époque, et vous n'êtes pas loin de la frontière avec le Pakistan, donc au sommet, vous avez des soldats de Mm. l'armée indienne qui vivent littéralement à 5700 mètres d'altitude. Et ce projet a été pour moi le plus terrible parce que je n'étais pas compatible avec l'altitude et le mal des montagnes. Et ces efforts soutenus à vélo à ces altitudes-là, ensuite m'ont laissé des traces pendant des années. D'accord. Donc, Oui, parce que c'est vrai que à 5700 mètres, l'oxygène n'est plus du tout le même qu'au niveau de la surface terrestre. Et donc ensuite, donc, qu'est-ce que, depuis ces années, qu'est-ce que tu continues le vélo depuis et tu continues les voyages? non, j'ai arrêté le Ah vélo oui. parce que tout simplement, j'ai été victime de bigorexie, c'est-à-dire la maladie de ceux qui font trop de sport, une dépendance au sport, et j'étais vidé. Il faut bien comprendre que depuis 2003, à mon premier voyage le long du Danube, jusqu'à 2014 ou 15, je n'ai pas arrêté une seconde. J'étais une espèce d'homme orchestre, hein. Je cherchais mes sponsors, j'écrivais mes livres, je vendais mes livres, je m'entraînais 4 à 5 heures par jour et je dormais 4 ou 5 heures la nuit simplement. Et puis ce qui devait se passer s'est passé, c'est-à-dire que mon corps m'a dit maintenant il va falloir t'arrêter. Mon corps et les médecins. Donc, Hmm. j'ai dû complètement arrêter le cyclisme. Aujourd'hui, je fais de la natation très modestement. Je reste un hyper passionné de vélo, mais je ne peux plus monter dessus. D'accord. Et donc là, c'est définitif. Ça ne peut plus. Définitive parce que j'ai aussi compris pourquoi des coureurs pros, lorsqu'ils raccrochent, ne font plus du tout de vélo. Parce qu'il y a un moment donné, on atteint l'écœurement. Et je dois dire aussi qu'aujourd'hui, faire du vélo, quand on n'est pas vraiment dans la campagne, c'est devenu trop compliqué. Les routes ont la même taille qu'il y a 50 ans, mais les voitures ont pris 1 mètre de largeur supplémentaire avec les Hmm. SUV. Vous comprenez que la place du cycliste s'est réduite dramatiquement. On est certain, c'est sûr. Moi, j'ai pu faire un Tour de France à vélo, mais dans les campagnes. Et c'est vrai que j'évitais les villes parce que tout simplement, dès qu'on arrive dans une ville ou même sur une route nationale, on risque un peu sa vie, quoi. Oui, puis Euh, sans parler du fait que les gens conduisent en regardant leur téléphone. Donc, ça voilà, en devient plus. vraiment compliqué. Ou en écoutant de la musique. Alors Guillaume, donc pour finir un petit peu cette interview, donc comment toi aujourd'hui tu vois les choses, voilà, qu'est-ce que tu continues aussi à toujours à vouloir faire vivre un petit peu à ta manière sur d'autres domaines la vérité, faire vivre aussi différentes passions. Comment toi aujourd'hui tu arrives à te sortir aussi un peu de la morose actualité qu'on nous présente tous les jours, puisque c'est aussi un peu le thème de Toxin. On ne veut pas non plus plonger les gens dans l'actualité, on veut qu'ils essayent aussi d'avoir des sources d'inspiration, des aspirations extérieures pour pouvoir se réaliser, puisque voilà, on ne peut pas se réaliser en regardant des écrans, en regardant des films d'information toute la journée. Alors, à titre personnel, j'ai énormément développé mon autre passion de jeunesse, qui est la prestidigitation, au point qu'il m'arrive l'été de travailler comme magicien dans des restaurants pendant la saison touristique, hein. J'habite dans le sud de la France. Donc pour moi, c'est un univers extraordinaire, hein, le mystère, les illusions d'optique, comment influencer la façon dont une personne pense, hein. Là aussi, on converge sur des choses Oui, intéressantes. sur le dopage et sur la crise sanitaire. Exactement. Mais moi, j'invite les gens euh, à réaliser leurs projets et leurs rêves immédiatement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ce que j'ai fait. Je n'ai plus la santé ni physique, ni psychologique, ni mentale de le faire. Et j'ai rencontré très souvent, quand je donnais des conférences, des gens qui me disaient: Ah, monsieur, nous, on va faire comme vous dès qu'on est à la retraite. N'attendez pas parce que vous ne savez pas quelle sera votre santé à ce moment-là. Et les rêves, il faut aller les chercher tout de suite. Donc, le projet de votre vie, je ne sais pas ce que c'est, mais faites-le et faites-le rapidement parce que ce sera mon mot de la fin. Lorsque je faisais le tour du monde en 80 jours dans le grand désert australien du Nulla Arboré, pas d'arbres, hein, c'est un grand désert entre Perth et Sydney, j'ai croisé un cyclo. Et le gars était sur le bord de la route avec sa tante et je me suis arrêté pour lui parler. Et je lui dis: Mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit: Je fais le tour de l'Australie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je dis: Waouh, impressionnant. Il mangeait une gamelle là, de haricots blancs. Là.
Et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Et il me dit, parce que je veux pouvoir dire à mes petits-enfants, non pas ce que j'aurais aimé faire dans la vie, mais ce que j'ai fait. Ah ben, c'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup, Guillaume. Ça rappelle un petit peu une interview de Jacques Brel dans laquelle il explique qu'il croise 1 million de personnes par an qui disent qu'ils vont écrire des livres et qui disent non, non, moi je vends des haricots, des cornichons pendant un an et ensuite j'écris un livre. Et effectivement, il faut se lancer tout de suite, ne jamais hésiter ou ne jamais avoir de regrets puisque voilà, la vie, c'est euh, un petit peu bête de le dire, mais on n'a qu'une vie et il faut quand même pouvoir la nourrir et l'enrichir le plus possible. Merci beaucoup Guillaume, en tout cas on n'hésitera pas Plaisir. à te réinviter notamment à l'occasion du Tour de France pour reparler de ces cas de dopage. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été nombreux à suivre cette interview. On le rappelle, Toxin est de retour pour toute la semaine. Demain et mercredi, ce sera une émission avec Clémence d'actualité. L'actualité reviendra en force sur Toxin. Et puis, jeudi, vendredi aussi, des interviews spéciales. Et retour de la matinale le 6 janvier. En attendant, soyez nombreux à aimer cette vidéo, à vous abonner, puisque nous avons passé les 290 000. On vise les 300 000 d'ici très peu de temps, d'ici le début janvier. Et puis, je vous dis à jeudi, mais c'est à demain avec Clémence Oudiakova. Merci à tous.